La porte se referme, votre niveau de stress est indescriptible, vous ne sentez même plus votre cœur battre. Vous avez payé très cher pour vivre ce que les grands de ce monde ont vécu dans le légendaire X-15 américain. Votre voyage de 90 minutes commence par un décollage en douceur alors que le vaisseau spatial attaché au vaisseau mère monte vers le ciel. Après avoir grimpé à l'altitude de libération d'environ 50 000 pieds, soit plus de 15 000 mètres, vous entendrez les pilotes appeler « 3, 2, 1, release ». Lorsque le vaisseau spatial est libéré du vaisseau mère. Rapidement, le moteur fusée s'allume et vous êtes propulsé vers les étoiles, atteignant rapidement des vitesses exaltantes allant jusqu'à 3 fois et demi la vitesse du son. Et cette vue magnifique de notre point bleu pâle, la seule maison que nous avons vraiment connue. Cette semaine, il y a Virgin Galactic, dont nous n'avions plus de nouvelles depuis un certain temps, qui a annoncé la construction d'une nouvelle gamme d'avions spatiaux suborbitaux nommés Delta Class. Ça, c'est SpaceX. Mon nom est BDF et bienvenue à l'actualité spatiale Show! Oh, wow! C'est quoi ça, man? Ben, c'est les serpents. Je sais que c'est des serpents. Tu sais que j'aime pas ça. Ben, c'est spectaculaire, le monde aime ça. C'est dégueulasse. T'as le côté dégueulasse pis tout, là. Y'a rien de spectaculaire là-dedans. Regarde la Dragon. Va voir dans la capsule Dragon. T'en as mis un dedans, le gars? Ouais, ouvre la capsule Dragon. Ah, pas de chance. Pas chicken, pas game, Vous pas me connaissez, game. vous me connaissez? Ah, il est pas game, il est pissou, il est peureux. Ah, t'es courageux, mais je te l'avais dit qu'il n'y en avait pas, hein? Ouais. J'adore parler de Virgin Galactic parce que ça me fait beaucoup penser au X-15 américain que j'affectionne particulièrement parce que c'est grâce à lui s'il y a eu la conquête spatiale. Mais voilà que vendredi, Virgin Galactic a annoncé la construction d'une nouvelle gamme d'avions spatiaux suborbitaux nommés Delta Class dans une usine de Mesa en Arizona et qui devrait être achevée d'ici la fin de 2023. Le vaisseau spatial Delta Class est le véhicule de production de Virgin Galactic qui est conçu pour voler chaque semaine, soutenant l'objectif de la société de 400 vols par année depuis Spaceport America. Sur la base des calendriers actuels, le premier de ces avions devrait commencer les vols à la fin de 2025. La société sélectionne actuellement divers fournisseurs pour construire les principaux sous-ensembles du vaisseau spatial qui seront livrés à la nouvelle installation de Mesa pour l'assemblage final. Les vaisseaux mères de Virgin Galactic transporteront les vaisseaux spatiaux achevés vers Spaceport America au Nouveau-Mexique pour des essais en vol et une exploitation commerciale. Pour rappel, le Virgin Galactic planifie d'envoyer des passagers dans l'espace à une altitude dépassant 80 km. 80 km, c'est pas l'espace international. On se souvient que c'est 100 km l'espace international. C'est la ligne de Kármán. Le vol comprend plusieurs phases, culminant par quelques minutes dans l'espace avant de redescendre sur Terre. L'objectif annoncé est celui de lancer l'industrie du tourisme spatial. Elle prévoit de lancer à terme 400 vols par année depuis sa base aérospatiale, le Spaceport America, situé au Nouveau-Mexique. Virgin Galactic a déclaré que la construction de l'usine était en cours à côté de l'aéroport Phoenix Mesa Gateway, permettant aux avions spatiaux achevés d'être transportés par voie aérienne vers Spaceport America au Nouveau-Mexique. L'usine devrait produire jusqu'à 6 avions spatiaux par année. Les avions Delta Class sont la prochaine génération de vaisseaux spatiaux suborbitaux qui, selon la société, pourront voler plus fréquemment que les véhicules Spaceship Two existants. Virgin Galactic prévoit que les véhicules Delta Class pourront voler une fois par semaine, tandis que le Spaceship Two existant, ou bien le VSS Unity, c'est son nom, ne pourra voler que mensuellement. VSS Imagine, un avion spatial construit par Virgin Galactic dans son usine de Mojave en Californie, est conçu pour effectuer 2 vols par mois. 2 vols par mois? C'est pas beaucoup. Ça, c'était le nouveau, là. VSS Imagine, j'adore ce nom-là, est le 3e vaisseau spatial construit par la société. Le VSS Enterprise, qui était le premier, a été détruit lors d'un accident de vol d'essai mortel en 2014, tandis que le VSS Unity a mené 4 missions de test jusqu'à la frontière finale. D'ailleurs, le plus récent, survenu le 11 juillet, a transporté le fondateur milliardaire du Virgin Group, Richard Branson, et 3 autres passagers dans l'espace. Au cours de sa descente sur ce vol, l'avion spatial a dévié de son espace aérien désigné, ce qui a déclenché une enquête de la Federal Aviation Administration, la FAA des États-Unis. Cette enquête est maintenant terminée et la FAA a autorisé Virgin Galactic à voler à nouveau. Et ce n'est que le début parce que Virgin Galactic envisage plusieurs emplacements. La société adopte une approche similaire pour la construction de nouveaux avions pour remplacer l'avion White Knight 2 existant, le VMS Eve, qui est utilisé pour transporter Spaceship Two en altitude.
Donc, quand on regarde le White Knight 2, ça c'est le gros avion porteur, il porte le nom de VMS Eve. Par contre, quand on a le VSS en dessous, eh bien on a le Unity qui est allé dans l'espace avec Richard Branson et on a également actuellement lui qui n'est pas encore allé voler. Lui, il s'appelle le VSS Imagine. Mais là, ils viennent d'en créer un autre. C'est lui qu'on parle aujourd'hui, qu'on appelle le Delta Class. Virgin a annoncé avoir sélectionné Aurora Flight Science, une filière de Boeing, pour produire les principaux composants de 2 avions qui seront ensuite assemblés dans l'usine de Virgin à Mojave, dans le désert. Alors que nous attendions avec impatience les premières images du télescope James Webb, eh bien c'est pas ce qui s'est passé en réalité, c'est le B7 qui a volé la vedette. Ce qui devait être un test de Spin Prime des nouveaux moteurs Raptor 2 s'est rapidement transformé en un événement explosif. Un test de Spin Prime teste les turbopompes avec du méthane et de l'oxygène sous pression, mais sans l'allumage des moteurs Raptor. Il est évident que cette explosion n'était pas intentionnelle car SpaceX n'avait pas publié de notification pour un événement de surpression potentiel. Après l'explosion, environ 8 minutes plus tard, quelques explosions secondaires se sont produites, déclenchant un petit incendie près de la base de la tour. Selon Elon Musk, il y aura un changement de procédure pour les tentatives futures qui consistera à brûler l'excès de méthane au lieu de simplement le jeter par-dessus bord. Ce problème était spécifique au test de démarrage par rotation du moteur Raptor qui a une séquence de démarrage complexe. À l'avenir, ils ne feront pas non plus de tests de démarrage par rotation avec les 33 moteurs dessus. Là, on peut en mettre quelques-uns, les tester. Parce que là, c'est pas ce qui se passe. La bonne nouvelle potentielle après tout cela, c'est que rien ne semble assez sérieux pour passer au Booster 8. Elon a posté des images du Booster 7 disant que les dégâts étaient juste dans la section de propulsion du booster. Les moteurs semblaient corrects, mais devront tous être inspectés, ce qui, bien sûr, les ramènera à la Grande Baie. Suggérant également que si les tests se passent bien, ils pourraient être encore bons pour le vol d'ici la fin du mois d'août. Cela me semble un peu optimiste. Ils peuvent continuer à tester le Ship 24 en attendant. Cette semaine, nous avons eu la chance d'admirer les premières images du télescope spatial. Mais voilà que Webb s'intéresse à notre système solaire. Wow! Après la présentation des premières photos historiques du James Webb Space Telescope en début de semaine, la NASA a présenté de nouveaux clichés plus familiers que ceux de Stephens Quintet ou de Carina Nebula. Cette fois, c'est Jupiter. À travers des filtres à bandes courtes, on peut facilement distinguer les bandes qui encerclent la planète. On remarque aussi la grande tache rouge, cet énorme tourbillon plus grand que la Terre qui apparaît particulièrement brillant. Ces images de Jupiter démontrent toutes les capacités du Webb en termes d'observation des planètes les plus discrètes et éloignées aux planètes dans notre propre voisinage cosmique. Jupiter n'est également pas le seul corps céleste présent sur cette image. À gauche, on distingue Europe qui est l'un des corps célestes les plus intéressants du système solaire. D'ailleurs, les chercheurs estiment qu'il s'agit d'un des principaux candidats potentiels à l'apparition d'une forme de vie, en grande partie à cause de l'immense océan liquide qui se cache sous sa croûte gelée. Nous avons justement parlé la semaine dernière d'un projet complètement fou à l'étude. Un escadron de drones submersibles qui pourrait permettre de cartographier cet océan. Actuellement, la NASA travaille déjà sur le programme Europa Clipper qui permettra son exploration. Sur l'image à droite de Jupiter, nous pouvons également apercevoir Métis, une autre de ces lunes. Sur d'autres photos prises avec un filtre différent, nous voyons apparaître TB. Même les minces anneaux de Jupiter apparaissent à l'image, une nouvelle preuve des capacités hors normes de cet engin révolutionnaire. Ces clichés sont des éléments précieux pour les chercheurs. Ils prouvent la capacité de Webb à observer des satellites et des structures encore plus discrètes. Cela signifie que les astronomes pourront observer des phénomènes comme le cryovolcanisme sur Europe ou Encelade afin d'en percer les mystères. Même si le Webb est avant tout conçu pour remonter aux origines de notre univers, nous pourrons donc aussi compter sur ce bijou d'ingénierie pour nous offrir un nouveau regard sur notre système solaire. Les astrophysiciens sont d'ailleurs extrêmement impressionnés par la profondeur et la qualité des images et envisagent une avalanche de résultats scientifiques dans les mois à venir. Préparez-vous! L'Agence spatiale européenne, l'ESA, vient d'officialiser la fin de sa collaboration avec la Russie pour le projet ExoMars. ExoMars est l'une des missions les plus excitantes de l'ESA. Cette mission, qui a commencé avec l'envoi du Trace Gas Orbiter en 2016, aurait normalement dû entrer dans sa deuxième phase en septembre 2022 avec l'envoi d'un rover spécialisé. Son objectif, arpenter la planète rouge afin d'y trouver des traces de vie passée. Un peu comme Perseverance, le rover de la NASA. Ce premier rover martien, un petit bijou de technologie, devra encore patienter un certain temps.
Car en mars dernier, l'ESA a pris une décision lourde de conséquences, la suspension de sa coopération avec Roscosmos, l'agence spatiale russe, suite à l'invasion en Ukraine. Alors que les différents pays avaient tous fait des efforts pour maintenir la coopération autour de la station, l'invasion de l'Ukraine par la Russie commence à miner considérablement les relations entre les agences spatiales russes, américaines et européennes. L'ESA a donc fini par trancher, elle a simplement décidé d'exclure Roscosmos malgré sa contribution déjà très importante au programme. Le chef de l'agence a fait un plaisir de réagir, puis écoutez bien ça, c'est du n'importe quoi encore. Comment peut-on parler de Mars avec les Européens ou de Vénus avec les Américains si leur gouvernement tente de tuer autant de Russes que possible en alimentant la jungle de Kiev avec des armes latérales? Le chef de l'ESA a-t-il seulement pensé aux milliers d'ingénieurs et de scientifiques en Europe et en Russie qu'ils viennent de trahir avec sa décision? Est-il prêt à répondre de ses actes pour avoir saboté une mission martienne commune? Ben, tu dis rien? Regarde ma face, ça en dit long, hein? Bien que je sois totalement en accord avec la décision de l'ESA, il y a une chose de bien vraie dans cette déclaration. La fin de cette coopération ne profite à personne. L'exclusion de la Russie est une grosse perte pour le programme car malgré les tensions politiques, sa contribution restait importante. Quoi qu'il en soit, Rogozin est particulièrement rancunier et ne compte pas en rester là. Il a déjà annoncé une première série de représailles. Il affirme que la Russie va désormais rapatrier sa contribution au programme, l'atterrisseur Kazachok, spécialement développé pour l'occasion. Il a également ordonné à l'équipage russe à bord de l'ISS d'arrêter de travailler sur l'ERA, ça c'est le bras robotique européen, un énorme manipulateur robotique de nouvelle génération en cours d'installation. Il n'est pas indispensable à la logistique de l'ISS, mais le fait d'en être privé serait pénible pour les astronautes américains et européens. Et à plus long terme, ExoMars finira probablement par voir le jour, mais certainement pas en septembre prochain comme prévu à l'origine. Espérons que ces nouvelles frictions ne précipiteront pas la fin de notre ISS, hein? On en a besoin. La semaine dernière, la petite fusée Vega C a décollé de la base de Kourou, en Guyane française, pour son vol inaugural, la première fois. Le lanceur européen sous maîtrise italienne s'est élevé perçant rapidement l'épaisse couverture nuageuse au-dessus de la jungle guyanaise. Trajectoire nominale, pilotage calme, paramètres à bord normaux, a annoncé le directeur des opérations à mesure que la fusée gagnait de l'altitude. Le compte à rebours a été interrompu à 2 reprises, moins de 2 minutes avant le décollage pour des vérifications techniques après le signalement d'anomalies. 2 minutes 30 après le décollage, la fusée s'est séparée de son premier étage P-120C. Le P-120C est également utilisé comme propulseur d'appoint de booster d'Ariane 6, une rationalisation permettant aux Européens de développer une famille de lanceurs plus compétitive face à la concurrence américaine. Un peu plus de 2 heures après le lancement, le 4e étage, le module Haven Plus, a libéré à 5800 km d'altitude plusieurs charges scientifiques développées par des universités qui ont trouvé gratuitement place à bord, car il s'agit d'un vol de test et d'approbation de la fusée. Bref, ce déploiement a signé la fin de la mission, déclenchant des cris de joie dans la salle de contrôle Jupiter où était supervisé le lancement. Vega C, C pour consolidation, est une version améliorée du lanceur léger Vega lancé à 20 reprises avec 2 échecs depuis 2012. Avec 35 mètres de hauteur, la fusée Vega C est un peu plus grande et plus large que Vega et peut mettre sur une orbite polaire à 700 km d'altitude jusqu'à 2,2 tonnes de satellite contre 1,5 tonnes pour Vega. Avec ses meilleures performances, Vega C peut permettre à 90% du marché des satellites en orbite basse à quelques centaines de kilomètres d'altitude de l'utiliser. Ce n'était vraiment pas le cas pour la version Vega. Ce lanceur léger est considéré comme la petite sœur d'Ariane 6. Les 2 programmes avaient été lancés en 2014 et Vega C pourra assurer une partie des missions de la fusée russe Soyouz. Et la fusée Soyouz était, jusqu'à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, également commercialisée par Arianespace et lancée depuis la base de Kourou. Et nous sommes rendus aux nouvelles de Twitter de la semaine. Hey, je vais changer de chandail, regardez bien ça, je me suis gâté là. Et puis, aimez-vous mon nouveau chandail? Alors, on commence avec le public qui est excité par les images, mais les astronomes imaginés sont tout autant excités par les spectres, comme celui-ci. Il y a tellement d'informations avec les longueurs d'onde et les couleurs, c'est génial, ça nous donne beaucoup d'informations sur les étoiles. Sont vieilles, sont jeunes, sont loin, sont proches et de toute beauté. Il faudrait que je vous fasse une vidéo juste là-dessus, c'est génial. Une étoile est née derrière le rideau de poussière et de gaz de ces falaises cosmiques se cachent auparavant des bébés étoiles maintenant découverts par Webb. C'est un chaud bouchon. Prenez juste une seconde pour admirer la nébuleuse Carina dans toute sa splendeur.
Puis si vous voulez plus d'informations, j'ai sorti 2 vidéos sur la première image de James Webb cette semaine, ainsi que la suite, toutes les autres images qui ont été publiées. C'est vraiment génial. Je résume le tout. C'est pas compliqué, puis c'est de toute beauté. Vous pourrez aller visionner. Je pense qu'on avait des attentes, puis on est plus que comblé. Vive James Webb! Ici, on voit justement les images du télescope sur des panneaux publicitaires à Times Square, au cœur de Manhattan. Wow! C'est partout dans le monde! Ici, on a des réponses du tweet d'Elon Musk qui m'ont bien fait rire. Oui, parce que Elon Musk a publié ceci. Tesla, il voulait sûrement dire la compagnie Tesla, la mission est de protéger la vie sur Terre, puis SpaceX, c'est de protéger la vie au-delà. Puis c'est certain que ça coûte de l'argent une Tesla, c'est assez cher, donc quelqu'un a posé la question, avez-vous l'intention de baisser le prix des voitures après une pandémie ou des problèmes de chaîne d'approvisionnement? Et là, une réponse, si l'inflation se calme, nous pouvons baisser les prix des voitures. Mais c'est à quand la sortie de la Tesla à 25 000 $? Oh, on a hâte, hein? Ici, on a les équipes qui continuent de progresser avec Artemis 1 au bâtiment d'assemblage de véhicules de la NASA Le Vab, alors que les ingénieurs et les techniciens préparent SLS et Orion pour une période de lancement ciblée à la fin août. Tout va bien, contrairement à SpaceX, là, c'est ça. Oh. Arrêtez! Et je termine avec un peu de nostalgie. En 1957, c'est John Glenn qui a établi un nouveau record de vitesse aux commandes d'un F-8U 1P Crusader de la Marine, d'un océan à l'autre en 3h23 minutes. Project Bullet a assuré sa réputation comme l'un des meilleurs pilotes d'essai du pays et il a été sélectionné pour devenir astronaute de la NASA peu de temps après. En 1962, à bord de la capsule de la mission spatiale Mercury Atlas 6, Glenn fait 3 fois le tour de la Terre et devient ainsi le premier Américain à effectuer un vol orbital. C'est le premier Américain pour le vol orbital, mais on avait Yuri Gagarin qui a fait un vol orbital. Première fois dans l'espace, premier vol orbital en plus, puis lui c'était l'URSS. Puis Alan Shepard aussi qui lui a fait un vol suborbital à la Virgin Galactic Star. Et ça complète mon tour d'horizon. Les nouvelles de Twitter de la semaine. Cette semaine, dans le merveilleux ciel, nous allons découvrir la constellation du Dragon. Le Dragon est une des 88 constellations du ciel, la 8e par la taille. Elle est composée d'une longue suite d'étoiles qui longe une partie de la Petite Ourse. Malgré sa longueur, elle ne contient pas d'étoiles véritablement brillantes. Dans beaucoup de mythologies, la forme sinueuse de la constellation a été interpellée comme un dragon ou un serpent de la déesse sumérienne Tiamat, en passant par le dragon qui tua Saint Georges. Dans la mythologie grecque, la constellation proviendrait soit du dragon qui attaqua Athéna dans la guerre entre les dieux de l'Olympe et les Titans, soit du dragon tué par Cadmos près du lieu où il fonda Thébès, soit de celui qui gardait la toison d'or, ou bien encore du dragon Ladon qui gardait les pommes d'or du jardin des Hespérides et fut tué par Héraclès. D'une manière ou d'une autre, je vous confirme que c'est un énorme dragon comme on les aime. Globalement, le dragon entoure la Petite Ourse en direction de Vega. Le repérage du dragon peut être fait soit à partir de la Grande Ourse, soit à partir du Triangle d'été. La tête du dragon est située entre Vega de la Lyre et la tête de la Petite Ourse, Kochab. On peut également la repérer à partir de la constellation du Cygne, car les deux yeux sont dans le prolongement de l'aile nord. La queue du dragon est l'étoile peu brillante située sur l'alignement entre Merak et Dumb, de la Grande Ourse et Polaris, ou Ursa Minoris qu'on a vu la semaine dernière. La constellation est peu brillante, il faut donc de bonnes conditions pour la tracer correctement. On voit surtout une paire de yeux qui sont visibles longtemps avant le reste de la constellation. La tête du dragon forme un astérisme appelé le losange. C'est un losange régulier très allongé constitué des deux yeux, de la bouche et du symétrique de la bouche par rapport aux yeux. La queue du dragon est parallèle à la tête de la Petite Ourse, puis tourne à droite vers le cœur du dragon. Le cœur du dragon est au centre d'un petit alignement de 3 étoiles qui marque la deuxième direction du corps du dragon. Cet alignement était autrefois le ventre du dragon. Pour ce qui est du corps du dragon, actuellement, il n'a pas de forme très nette. Suivant les conditions de visibilité, on peut y voir un rectangle ou un pentagone très écrasé. Autrefois, la Petite Ourse faisait partie du dragon dont elle constituait l'aile. Le dragon était alors beaucoup plus majestueux, avec la tête de la Petite Ourse constituant l'articulation de l'aile et la limite du corps du dragon, et la chaîne vers Polaris marquant le bord de l'aile. Les draconides sont une pluie de météores dont le corps parent est la comète périodique 21P Giacobini-Zinner. Elle survient au début du mois d'octobre, les meilleures nuits étant celles du 8 au 10. Le radian se trouve dans la constellation du Dragon ayant pour nom latin Draco, d'où le nom de ces météores.
L'observation des draconides est plus facile dans les heures suivant le coucher du soleil dans une zone de ciel sombre et pur. Des pluies de plusieurs milliers de météores par heure ont eu lieu en 1933 et en 1946 et reviennent tous les 40 ans. Les pluies de 2011 et 2012 ont été remarquables avec, en 2012, des enregistrements radars au Canada et en Allemagne ont eu lieu atteignant 1000 à 2000 météores à l'heure. Wow, dragon! Vas-y! Et ça complète l'actualité spatiale chaud en ce mois chaud de l'été. Je vous remercierai jamais assez pour ce futur grandissant. C'était beau ça. Et je termine cette semaine avec une petite histoire qui malheureusement nous ressemble parfois. Un homme d'affaires a dit à son employé « Je veux que vous me construisiez une maison. Voici les plans. Je veux que vous le fassiez selon ce projet. Je ne veux rien manquer. Cette maison doit être parfaite. » L'employé a lu les plans et a été bouleversé. Il devait prendre sa retraite dans 3 mois et il y avait beaucoup trop de travail à faire. Dans 3 mois, je prendrai ma retraite et cet homme me donne un projet de 6 mois. Je ne me donnerai pas pour cette maison. Je ferai ce que je pourrai et cela me laissera plus d'argent. Ouais, je le fais pour l'argent. Pour moi et moi. Ouais. C'est toi le gars de l'histoire, je comprends plus. Je suis narrateur, man. C'est pas... Vous comprenez? L'homme se mit à construire la maison. Les colonnes étaient fabriquées sans beaucoup de soin et utilisaient des matériaux bon marché et de qualité médiocre. Les matériaux n'étaient pas conformes à la structure et ils ne travaillaient que sur la façade pour tromper le propriétaire. Bref, je peux vous dire que tout ce qui pouvait sauter, il le sautait. On en connaît beaucoup comme ça, là. Il a donc fini par gagner le temps dont il avait normalement besoin pour construire une maison... Citron? Ouais, citron. Lorsque la construction fut terminée, le propriétaire est apparu et a regardé la maison. S'est approché de son employé et lui a dit « Prends les clés, c'est ton cadeau, mon cher. Depuis toutes les années que tu as tant donné pour moi, c'est ta maison. » Que pensez-vous que cet homme a ressenti quand il a entendu ça? Il avait malheureusement récolté ce qu'il avait semé. La morale de cette histoire, les BDF, quoi que vous fassiez, faites-le avec amour, ne blessez personne, soyez un bon exemple, donnez le meilleur et vous recevrez le meilleur. La vie est un boomerang, tout revient. Et comme disait Wilford Harlan Peterson, cet auteur américain qui a écrit pour le magazine This Week, c'est un supplément national du dimanche dans les journaux américains pendant de nombreuses années. Il y a au fond de vous de multiples petites étincelles de potentialité. Elles ne demandent qu'un souffle pour s'enflammer en de magnifiques réussites. D'ici là, faites le bien, aimez la vie et soyez Blue Dot. Parce que le futur, ça commence maintenant.